compte les personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, je ne me compte même pas. Je n'ai manqué un. On a des gens qui ont voulu savourer les soirées à plein. Vous êtes là, vous savez quoi? On connaît un peu l'histoire. On sait qu'il y en a qui meurent à la fin, on sait qu'il y en a qui survivent. On connaît tout ça. Ça se poursuit. On est bien content d'avoir eu cette belle saison et de culminer, et je le dis, culminer avec ce type de spectacle de conte qui est de l'ordre des géants, Yves. Puis j'ai vu dans ton spectacle la préparation, c'était magnifique. Il y a des collaborateurs qui sont ici encore ce soir qui ont travaillé avec toi là-dessus. Ça paraît que ça a été travaillé, ça paraît que ça a été amoureusement travaillé. Fait que ce qu'on va faire ce soir, on va bien se préparer à écouter et on va accueillir un des dieux de la mythologie contée, M. Yves Robitaille, pour sa dernière soirée. Que cette soirée soit homérique. Tout le monde aura entendu au moins une fois dans sa vie le vers de Dubellé, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. On oublie la suite, ou comme celui-là qui conquit la toison et qui est revenu, plein d'usage et de raison, vivre près de ses parents le reste de son âge. L'histoire de l'Odyssée, c'est pas l'histoire d'un beau voyage. C'est l'histoire d'un long retour constamment contrarié. La guerre de Troie est finie depuis 10 ans. Mais à Ithaque, royaume d'Ulysse, que j'aurais pu appeler Odysseus aussi, parce que c'est son nom grec. Ulysse, c'est le nom latin, mais c'est celui qu'on connaît le plus. Odyssée vient de là. Ulysse, donc, dans son royaume à Ithaque, on est sans nouvelles de lui depuis plus de 10 ans. Il est sur une petite île, complètement au bout de la Méditerranée, complètement dans l'ouest de la Méditerranée, près du détroit de Gibraltar, qu'on appelait les colonnes d'Héraclès à l'époque. Et il s'ennuie. Et tous les jours, il est sur le bord de la mer et il nourrit la mer de ses larmes parce qu'il pense à Ithaque. Et pourtant, c'est pas parce qu'il n'y a pas tout pour être bien. Il vit avec la nymphe Calypso qui s'occupe de tout. Elle est belle. Elle est follement amoureuse de lui. Elle voudrait le garder. Elle est même prête à lui offrir l'immortalité et la jeunesse éternelle. Et pourtant, lui, il est sur le bord de l'eau et il regarde vers le levant, vers son Ithaque, et il pense à sa femme, Pénélope, son fils Télémaque, qui est maintenant à 20 ans et qui a laissé bébé. Il essaie de s'imaginer le jeune homme qui est devenu. Il essaie de voir le visage qu'il pourrait bien avoir. A-t-il les yeux de Pénélope ou les siens? Et puis son père Laërte et tous ces gens d'Ithaque, son palais. Comme dirait Félix Leclerc, il échangerait son île jolie pour un grand malheur avec eux. Oui, il pourrait être heureux, immortel et toujours jeune. Mais ce qu'il rêve, c'est de retourner, de retrouver sa Pénélope, de retrouver son monde qu'il a laissé. Dans l'Olympe, les dieux sont là. Et il y a une protectrice, Athéna, la déesse aux yeux pères, qui a pitié de lui, qui est toujours prêt à le soutenir, et qui va voir Zeus et lui dit « Zeus,
Est-ce que ton cœur est devenu sans pitié pour ce pauvre Ulysse? Pourtant, a-t-il jamais été avare de bons sacrifices pour toi? Et Zeus regarde sa fille et lui dit, « Quels mots viennent de s'échapper de l'enclos de tes dents, ma fille? Tu sais comment j'aime Ulysse, mais tu sais aussi que Poséidon lui en veut pour avoir aveuglé son fils. Mais tu as raison. Poséidon est parti pendant un bout de temps chez les Éthiopiens. Qu'on en profite. L'heure du retour a sonné. Et de toute façon, Poséidon ne pourra pas s'opposer à notre volonté à tous. Va sur Ithaque. Hermès ira sur l'île de Calypso. Alors on va suivre Athéna, qui va se rendre à Ithaque, la petite île à l'ouest de la Grèce. Une petite île rocheuse où on peut élever des chèvres et des porcs. C'est pas une place où on peut faire de grands champs. C'est une petite île rocheuse, mais ce rocher, Ulysse l'aime profondément. Elle se rend à Ithaque et prend la forme d'un capitaine, d'un ami d'Ulysse, et vient voir le fils Télémaque. Parce qu'à Ithaque, la situation est difficile. Ça fait 20 ans qu'Ulysse est parti. Pénélope espère toujours son retour. Mais ça fait 20 ans. Télémaque va devenir un homme, va vouloir prendre femme. Pénélope ne peut pas rester toute seule. Il faudrait qu'elle ait un autre mari. Elle croit toujours au retour d'Ulysse. Mais la pression est de plus en plus forte. Il faudrait qu'un autre homme la marie. Il faudrait qu'elle quitte le manoir pour aller suivre un autre. Pénélope ne veut pas. Pénélope croit au retour d'Ulysse et décide de repousser au maximum cette pression. Elle décide même de gagner du temps. La façon qu'elle a trouvée, c'est de dire, c'est de se mettre à son métier à tisser et de dire, je suis en train de faire un linceul pour Laërte, mon beau-père, quand il va mourir. Devoir sacré, on accepte. Mais ça fait 3 ans que le prescription de linceul. Et il y a des prétendants qui commencent à taper du pied et à faire de la pression. Et même les prétendants, au lieu de rester bien chez eux, tranquilles, d'apporter des cadeaux, commencent à se dire, il faut qu'elle se décide. Et pour faire de la pression, on commençait à investir le palais et de se rendre tous les jours au palais, puis de s'installer là, puis de banqueter, de bouffer la bouffe d'Ulysse, de boire son vin, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle se décide. Mais Pénélope, elle, tisse son linceul, mais pour gagner du temps, la nuit, elle défait tout ce qu'elle a tissé durant le jour. Alors voilà pourquoi le linceul n'avance pas. Mais il y a une des servantes, amoureuse d'un des prétendants, qui a trahi sa maîtresse. On a su. On l'a su. Et voilà pourquoi. Et les prétendants ont encore devenu plus arrogants, plus exigeants, ont fait encore plus de pression. Et ils deviennent tellement arrogants que ça devient invivable. Ça devient invivable dans le palais, surtout pour Télémaque. Télémaque vient d'avoir 20 ans. Il était trop jeune avant pour réagir, pour s'affirmer comme maître de maison. Et il commence à le faire. Et les prétendants n'aiment pas ça. Parce que, justement, si Télémaque mourait,
non seulement celui qui aurait Pénélope deviendrait son mari, mais comme Télémaque est le seul héritier du royaume d'Ulysse, il pourrait mettre la main sur tous les domaines d'Ulysse. Donc les prétendants, tranquillement, s'amusent à comploter, à se dire que peut-être ce serait une bonne chose d'éliminer Télémaque. Mais Athéna était venue justement à Ithaque le rencontrer pour lui redonner espoir, lui maintenir l'espoir dans son cœur, lui dire « Oui, Ulysse est encore vivant, oui, tu peux l'attendre. » Et pour à la fois le protéger des prétendants, mais aussi pour maintenir vivant son espoir, elle lui conseille d'affréter un navire pour aller à Pylos. Pylos, c'est la ville, c'est le royaume du vieux Nestor, un des vieux compagnons d'Ulysse qui était là à la guerre de Troie. Alors, en cachette, aidé par Athéna, Télémaque réussit à avoir un navire pour se rendre à Pylos, chez le vieux Nestor. Le vieux Nestor n'a pas grand-chose à lui dire, mais il l'envoie à Sparte, voir Ménélas et Hélène. Oui, Hélène, celle qui fut la cause de tout ça, il y a longtemps, il y a 20 ans. Télémaque les rencontre. Ils sont très heureux de voir le fils d'Ulysse. Ils retrouvent le père dans le jeune homme. Et Ménélas lui annonce quelque chose. Ménélas a longtemps erré sur les mers, lui aussi. Ça lui a pris 8 ans avant d'être capable de se rendre à son palais à Sparte. Et peu avant d'arriver, il a rencontré le vieux Protée, un vieux dieu marin, qui a le don de prophétie et qui lui a parlé, qui lui a expliqué ce qu'il fallait qu'il fasse pour rentrer à la maison, mais il lui a donné des nouvelles aussi. Et c'est 2 ans auparavant, il lui avait dit qu'Ulysse était toujours vivant, mais qu'il se morfondait sur une île au loin